Je reçois une nouvelle fois notre consoeur Virginia S. Habituellement, elle vient nous présenter les prévisions météo ici sur BFM TV. Mais rappelez-vous, Virginia, bonsoir. Vous étiez Bonsoir. venue raconter votre combat contre le cancer du sein alors que vous étiez enceinte. Depuis, vous avez accouché. Oui, La petite Léna Rose va très bien. très très bien. Elle a 4 mois. Elle a 4 mois. Et vous, vous continuez votre combat. Voilà. Et moi, ça va aussi. Alors, c'est dur, Après, hein. après quand même 5 mois de chimio. Voilà, ouais, quasiment 6 mois. J'ai eu ma dernière chimio la semaine dernière. Normalement, la dernière. Là, c'est une étape de franchie. Je suis contente. Je suis un petit peu fatiguée encore. Il faut le dire, c'est des traitements qui sont très durs. Mais quand on a le moral, il faut le dire aussi. Et là, globalement, tout va bien. Je me dis, c'est déjà une étape de passé. Peut-être la plus dure, parce que la chimio, c'est très compliqué. C'est des effets secondaires qui sont horribles, mais qui en même temps, voilà, c'est des traitements qui me guérissent. Il faut peut-être revenir en arrière, Ouais. nous rappeler ce qui s'est passé. Vous apprenez donc que vous êtes enceinte, tout va très bien, et puis la mauvaise nouvelle vous tombe dessus. Voilà, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais mon suivi de grossesse de manière tout à fait classique, avec des rendez-vous médicaux régulièrement. Et donc, en fait, c'est lors d'une visite chez l'obstétricienne qu'elle a senti une masse dans mon sein. Et elle était plutôt rassurante à ce moment-là, parce qu'effectivement, avec la grossesse, on peut avoir des petits kystes, mais bénins, ou même des tumeurs, mais bénines. Et donc, à ce moment-là, elle était plutôt confiante. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai dû réaliser d'autres examens, notamment une échographie mammaire. Et là, la radiologue était beaucoup moins sereine. Et moi, tout de suite, j'ai senti à ce moment-là qu'il y avait un problème, vu sa réaction. S'en est suivi une biopsie et les résultats de la biopsie, effectivement, ont montré que c'était un cancer du sein. J'étais enceinte de 6 mois à ce moment-là et on n'y croit pas. En fait, c'est irréel. On est sur notre petit nuage, on est enceinte. Moi, c'était ma première grossesse et j'avais 32 Il y ans. avait des antécédents dans votre famille? Non, pas d'antécédents. D'ailleurs, depuis, j'ai fait les tests génétiques. Alors, a priori, il n'y a pas de gène. Je ne suis pas porteuse du gène du cancer. Donc, voilà, on ne peut pas l'expliquer. On va dire Donc que c'est la faute vous êtes à la pas de enceinte, chance. vous êtes jeune, vous apprenez que vous avez un cancer du sein, et surtout, on vous dit on ne peut pas vous soigner tout de suite, parce que l'enjeu, c'est d'aller au terme de cette grossesse, Alors, moi, on m'a dit justement qu'on pouvait me soigner tout de mais suite. pas avec de la chimio dure. Si. Si, on a commencé la Si. chimio à ce moment-là? Alors, j'avais la chance d'être en fin de deuxième trimestre. Donc, c'était possible d'avoir tout de suite de la chimio. Et il fallait d'ailleurs que j'ai tout de suite de la chimio parce que j'avais un cancer de grade 3, donc avec une vitesse de prolifération très, très, très rapide. Donc en fait, on ne Euh, pouvait pas perdre de temps là. il fallait pas perdre de temps et j'avais pas spécialement envie de faire de la chimio enceinte. Mais la question s'est même pas posée. On m'a rassurée tout de suite en me disant que déjà il n'y avait pas le choix parce que quand même si ils nous donnent pas de pronostic, ils nous disent pas voilà vous allez mourir ou quoi que ce soit, quand même ils nous font comprendre que à cet âge-là, 32 ans, enceinte en plus, grade 3, c'est le grade le plus élevé pour la propagation du cancer. Il fallait attaquer la chimio tout de suite. Et effectivement, quand on a une grossesse suffisamment avancée, c'était possible de faire la chimio. Donc j'ai eu 2 chimiothérapies enceinte. J'ai accouché entre 2 chimios et 2 semaines après l'accouchement, je reprenais les chimios. Et quand vous avez Et, fait, parce que quand on a un bébé, ça demande beaucoup de temps, d'attention, de soins, les nuits, comment on peut à la fois donc avoir ce bébé et puis continuer un traitement lourd? alors, je vais pas vous mentir, sur le coup, justement, je me suis dit: «Mais comment je vais faire?» Pour moi, j'allais pas enfin, c'était impossible, déjà, bon, bah, voilà, on a plein d'examens, avec la grossesse. On est fatigué, le fait d'avoir, plein d'examens ensuite par rapport au cancer et moi, je suis quelqu'un d'assez sensible, je m'étais dit que j'allais pas y arriver. Au final, en fait, je pense que n'importe qui peut y arriver. C'est pour ça, voilà, que je suis là aussi aujourd'hui. Je suis pas encore guérie, mais j'ai vraiment envie de dire que, certes, c'est un traitement très difficile. Le cancer du sein peut bien se guérir, entre guillemets, s'il est pris, à temps. Mais par contre, c'est des traitements, très difficiles. Mais, voilà, il faut à chaque fois se raccrocher aux petites choses positives et je pense que c'est comme ça que Mais j'ai réussi
à relever la tête, mais c'était pas gagné. Hein. Je vais pas mentir, Il y a c'était pas gagné. l'entourage qui compte beaucoup. Et l'entourage compte énormément. Le papa qui est quand même très présent aussi, qui vous permet aussi de vous reposer après les séances de chimio et de s'occuper de Léna Rose. Sur le moment, c'est vrai que quand on nous annonce qu'on a un cancer, moi, la première chose, j'avais envie, avant même de me protéger moi, j'avais envie de protéger mon entourage. Donc surtout mes parents, parce que c'est compliqué de voir son enfant malade. Mon conjoint aussi. Mais force est de constater qu'à un moment, on est obligé de déléguer. Et dans cette maladie et ces traitements qui sont très durs, c'est très, très, très important d'être entouré et effectivement d'avoir son entourage vraiment à proximité, même si c'est très dur pour eux aussi et qu'on a envie de les préserver. On n'a pas le choix. Vous m'avez dit tout à l'heure, en préparant cette interview, que la petite Léna Rose faisait ses nuits, qu'elle était calme, et que vous pensiez qu'elle avait senti que maman devait se reposer. Je pense effectivement qu'il y a quelque chose comme ça, où les bébés, ils ont des pouvoirs magiques. Et je pense qu'elle sait que maman en a bavé pendant la grossesse, et même encore maintenant. Et du coup, elle est très calme. C'est un bébé cool. Elle n'a pas de... Voilà, je touche du bois, hein, mais tout se passe très bien. Vous êtes sortie d'affaires? Pas encore, mais c'est en bonne voie. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors là, donc les chimiothérapies ont très bien marché. C'est ce qui m'a permis de tenir aussi, c'est d'avoir ces examens réguliers en fait qui ont montré que la chimiothérapie a bien agi sur la tumeur, dans le sens où pour l'instant il y a une bonne réponse radiologique. Je n'ai pas eu, on m'a pas encore dit que j'étais en rémission. Il me reste la chirurgie à la fin du mois, et c'est vraiment après la chirurgie que je pourrai avoir la réponse et savoir s'il reste des cellules cancéreuses ou pas. S'il en reste plus, je pourrai attaquer la radiothérapie. Mais c'est vrai que c'est un traitement qui est très long, parce qu'on a la chimiothérapie, l'opération, peut-être encore de la chimio s'il reste des cellules cancéreuses. S'il n'en reste pas, il y a de la radiothérapie. Et ensuite, alors là, je parle vraiment pour mon cancer, parce qu'il y a plusieurs sortes de cancers. Il n'y a pas qu'un cancer du sein. Moi, en l'occurrence, HER2 positif, je vais devoir avoir une thérapie ciblée pour éviter une récidive. Donc pendant au moins 1 an, toutes les 3 semaines, des injections. Et comme il est un petit peu hormonodépendant aussi, de l'hormonothérapie pendant 5 ans. Donc ça se soigne bien, mais c'est long. C'est très, très long. Ouais. Depuis que vous avez pris la parole ici même sur BFM TV, vous avez constaté, avec même étonnement, que beaucoup de femmes vous ont remercié d'avoir parlé, vivaient la même chose que vous, et vous êtes devenu une sorte de porte-parole de toutes ces femmes qui vivent la même chose, et notamment ce cancer du sein. Malgré nous, c'est vrai qu'on devient un petit peu la voix de toutes ces femmes, et Dieu sait qu'il y en a, parce que c'est une femme sur 8 qui, dans sa vie, est confrontée au cancer du sein. Et en fait, effectivement, à la base, moi, quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, c'était aussi ma thérapie à moi, pour me faire du bien, pour expliquer aussi ce que j'étais en train de traverser. Et très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais des témoignages de femmes de tout âge. Ça concernait vraiment toutes les femmes dans n'importe quelle situation, hein, pas que des femmes enceintes, mais ça pouvait toucher tout le monde, n'importe où et n'importe quand. Et même si je suis pas encore guérie, voilà, je me suis dit, là, Virgilia, c'est ta mission. Il faut que je me préserve aussi, parce que j'ai encore des traitements. Il y a des moments où je suis fatiguée, mais les moments où je suis en forme, j'avais vraiment envie que ça serve à quelque chose. Je me suis dit, ok, tu as la chance d'être médiatisée, tu as la chance d'être entendue, parce que voilà, je travaille ici en temps normal, et il y a plein de femmes qui vivent la même chose que toi et qui ne peuvent pas être entendues, qui n'ont pas cette chance-là. Et le fait de justement retranscrire ce qu'elles vivent, ça leur fait du bien, et du coup ça m'a vraiment confortée dans l'idée de poursuivre. Mais on voit bien qu'il y a un mouvement de libération de la parole. Alors Florent Pagny, son livre rencontre un succès considérable, où il raconte sans tabou sa maladie. Je pense également à notre consoeur Clémentine Vergniaud, journaliste à France Info, qui a lancé un podcast où elle raconte sa vie avec le cancer. On écoute un extrait. J'aurais dû faire une chimio le jour de mon 30e anniversaire. J'ai dit, on va peut-être décaler d'une journée quand même. On va éviter que ce soit trop violent. Et donc, je suis le lendemain de mon 30e anniversaire, donc complètement déprimée dans cette chambre de l'hôpital de jour de Paul Brousse.
J'ai 2 pompes qui diffusent d'un côté la chimiothérapie, de l'autre l'immunothérapie, dans le petit boîtier qui est juste là au-dessus de mon sein droit. Et puis, j'essaie de tromper l'ennui, quoi. Je suis sur Instagram. Et donc, c'est des photos de filles de mon âge qui sont sur la plage, en super maillot de bain, qui boivent des cocktails, qui voient un paysage paradisiaque, qui font des activités nautiques, du surf, des conneries comme ça. Et moi, je suis dans ce lit d'hôpital, j'ai mes 2 pompes et j'ai l'impression qu'on vit plus dans le même monde, quoi. Voilà. Clémentine avait 30 ans lorsqu'elle a appris qu'elle avait un cancer, vous 32 ans. J'imagine que vous avez ressenti la même chose lorsque vous avez accouché. Vous n'avez pas vécu l'accouchement que les femmes habituellement vivent, une sorte de bonheur ou d'insouciance, ou en tout cas de plénitude, parce que vous aviez en tête ce combat qu'il fallait continuer à mener. Bah, c'est vrai que là, quand je l'entends, j'aurais pu dire la même chose. Enfin, je pense qu'on se reconnaît toutes là-dedans. C'est irréel. On n'est plus dans le même monde ? On n'est plus dans le même monde, c'est irréel. Alors déjà, effectivement, quand on a 30 ans, moi enceinte, et on m'a fait comprendre que j'étais un ovni un petit peu, mais c'était inconscient. C'est-à-dire que là, elle parlait de sa première chimio. Moi, ma première chimio, je m'en rappellerai toujours parce que je suis arrivée avec mon gros ventre de femme enceinte et on me regardait bizarrement. Les autres patientes se demandaient sûrement que qu'est-ce que je faisais là avec mon gros ventre. Et effectivement, oui, c'est en fait une grosse parenthèse qui, on sait que voilà, ça va être au moins 1 an très difficile et qu'il va falloir essayer de trouver les côtés positifs. Mais c'est dur, oui, quand on voit que la vie continue autour, alors que pour nous, on a l'impression que ça s'est arrêté. Je vais vous dire quelque chose. Moi, on m'a dit la dernière fois, là, il y a encore 2 semaines, « Ah, c'est génial, ça y est, ça fait 6 mois, t'as fini ta chimio, c'est passé vite. » Bah non, pour eux, pour certaines personnes, c'est passé vite, mais pour nous, c'est des traitements très durs qui nous mettent à terre. Quand on dit traitement très dur, c'est qu'on est KO. On est complètement KO, on peut rien faire. En fait, on perd ses cheveux. Voilà, déjà sur le plan moral, c'est très difficile parce que, alors en tout cas dans le cadre du cancer du sein, moi les chimios que j'ai eus m'ont fait perdre les cheveux. Donc ça a été 2-3 semaines où ils tombaient. J'avais un toc, je tirais dessus, ça partait. J'ai dû, là je disais tout à l'heure, c'est le prix de ma vie sociale. C'est une perruque, mais qui a un certain prix quand même. Vous êtes aidé est-ce que la Sécu rembourse une partie justement ? Alors, une partie, mais pas suffisamment. C'est à peu près au total, si on a une bonne mutuelle, c'est 700 € pris en charge. Je peux vous le dire, ça c'est plus de 3 000 €. Ah bon, ça coûte 3 000 €. Parce que c'est du vrai cheveu, mais c'est le prix de la vie sociale, c'est le prix pour, je sais pas, certaines personnes peut-être pour garder leur travail. C'est le prix aussi de garder sa féminité. Il y a des perruques, voilà. Et peut-être aussi d'éloigner le regard un peu. Moi, exactement. Moi, c'est pas que j'assume pas de pas montrer, voilà, même si mes cheveux ils repoussent un peu, c'est juste que j'ai pas envie de lire la pitié dans le regard des gens. J'ai pas envie qu'on me trouve changée. Donc, pour le moment, je garde la perruque. Non, je disais, c'est vrai que même, si on a un remboursement de 700 €, c'est pas beau. Enfin, il y a des perruques à quelques centaines d'euros, mais elles sont pas belles. C'est quand même, on a besoin d'avoir quelque chose de beau sur la tête. Déjà que c'est un cancer, effectivement, qui touche à la féminité, le sein. En plus, on perd nos cheveux, nos cils, nos sourcils, ça fait beaucoup. Nous sommes avec la psychologue qui travaille à l'Institut français du sein à Paris, Audrey Boudaram. Merci d'être avec nous. L'aspect psychologique aussi des conséquences du cancer. Il y a le soin, bien sûr, mais tout ce qui entoure cette maladie et le combat. Le besoin d'être soutenu, surtout quand on vient d'avoir un bébé, et puis aussi l'apparence physique qui change. Il y a tout un remaniement psychique à laisser se faire. Vous avez décrit d'un côté la grossesse et de l'autre la maladie. Donc, il y a eu toute deux pulsions finalement, une pulsion de vie d'un côté, une pulsion de mort qui se sont réveillées. Vous parliez aussi de la sidération, comme si on était dans un brouillard, un choc. Il y a tout un travail de deuil à laisser se digérer. Et ce que je trouve superbe, là, le fait que vous soyez debout, c'est... moi, ce que je vois dans mon métier, c'est que finalement, c'est la vie qui gagne, c'est la pulsion de vie qui gagne. Là, encore plus à travers la grossesse, c'est de pouvoir exprimer, en effet, cette pulsion de vie. Oui, mais quand on est jeune, quand on a 30 ans comme Clémentine, 32 ans comme Virgilia, qu'on apprend qu'on a un cancer du sein,
à un âge où, a priori, on se dit la maladie, ça sera dans longtemps, Ouais. ça ne nous concerne pas. Comment on peut aider, comment on peut voilà, surmonter Et cela? gérer aussi une sorte de sentiment d'injustice. Oui, alors ça fait partie du travail de deuil. C'est-à-dire nous, on rencontre les gens à différentes étapes, certaines qui sont choquées, d'autres qui sont en colère dans l'injustice, alors qu'ils peuvent attaquer l'univers, les médecins, d'autres dans la colère. Nous, on accueille les gens là où ils en sont et on les accompagne à prolonger cette pulsion de vie, en s'ajustant pour prolonger leur chemin. L'aspect psychologique a un rôle important dans la rémission? Oui, bien sûr. D'être bien entouré? Il y a l'entourage. Il y a surtout les ressources que l'on va se chercher au-dedans. C'est-à-dire que les gens pensent que, bien sûr, on peut aller chercher des outils au-dehors, mais le plus important... C'est soi-même. Et nous, notre force, c'est de savoir que quand on voit les gens en face, on sait qu'ils ont les ressources au-dedans d'emblée. Et quand Virgilia parle, quand cette journaliste fait un podcast, quand un chanteur comme Florent Pagny, sans détour, en toute transparence, parle de son cancer, et parfois même qu'il avait arrêté son traitement, qu'il avait fait une erreur, qu'il a repris, on banalise aussi, ça permet aussi de briser le tabou, de dire voilà, ça arrive à tout le monde, c'est pas la fin du monde, on peut s'en sortir, on peut se battre. Exactement. Margot de Frouville, justement, il y a une étude très intéressante qui a été publiée mardi de cette semaine. Les Françaises ne participent pas assez au dépistage du cancer du C'est sein. le résultat d'une étude de Santé publique France qui montre qu'il y a moins d'une femme sur deux invitée à se faire dépister qui le fait, puisqu'on était à 50,6% en 2021. Alors évidemment, cette donnée est sous-estimée puisqu'elle ne prend pas en charge, elle ne prend pas en compte les mammographies qui sont réalisées en dehors de ce dépistage organisé, comme ça a été le cas pour Virgilia par exemple. Mais tout de même, on est loin des 70% qui sont recommandés par les autorités européennes. D'autant que si on prend un peu de recul, on voit que cette participation au dépistage organisé, elle décroît de façon constante depuis 2010. A-t-on une idée des raisons de cette baisse? Alors les médecins voient plusieurs raisons possibles. Il y a d'abord eu la polémique sur l'efficacité du dépistage et le potentiel surdiagnostic qui aurait été entraîné par ce dépistage organisé. Ça, c'était plus au début des années 2010, mais ça reste encore assez présent. D'ailleurs, c'est pour ça que le ministère de la Santé et l'INCa, l'Institut national du cancer, avaient lancé une concertation en 2015 pour savoir justement comment répondre à la polémique et rappeler l'utilité de ce dépistage. Une deuxième explication aussi, ça peut être la baisse de l'offre de soins avec de moins en moins de professionnels dans ce qu'on appelle la scénologie, toute cette médecine spécialisée du sein, et du coup un moins bon accès aux soins avec une désertification médicale qui n'a échappé à personne, notamment. Un chiffre, plusieurs chiffres peut-être, le cancer du sein, ça touche combien de femmes chaque année? C'est plus de 61 000 cas, 60 000 cas chaque année. Il faut rappeler, et Virgilia l'évoquait, que si on le détecte à temps, c'est un cancer qui se guérit très bien. Si on prend les dernières données de l'INCa, de l'Institut national du cancer, on a 88% de taux de survie à 5 ans. C'est 9 points de plus en 25 ans grâce au progrès de la recherche et des prises en charge. Il faut garder cette note positive. Bon, Virginie, quand est-ce que vous rentrez ici à BFM TV? On vous attend. Le plus vite possible. Ah bah j'ai hâte. Bon, tant mieux. Le plus vite possible, on croise les doigts, mais ça devrait aller. Merci en tout cas d'être venu une fois de plus se témoigner en toute transparence et en toute simplicité sur le plateau de BFM Story. Merci à vous toutes.